Bonjour, je suis Xavier, je prends la parole ici au nom de l'association Réseau Salariat. Mais les propos que je vais développer sont pas encore validés par l'association. C'est un petit groupe de travail sur la création des structures monétaires dans le monde du salaire à vie. Donc c'est assez prospectif comme travail. Et ça demande à être poursuivi puis validé par l'ensemble des membres de l'association. Alors ce qui nous a amené à produire ce travail, c'est d'abord de comprendre la création monétaire dans le monde capitaliste. Ce qu'on peut constater dans cette situation, c'est stupéfiant d'apprendre, la première fois qu'on l'apprend, que la création monétaire, elle fait des banques privées qui accordent des prêts par crédit. C'est une action instantanée à partir du moment où l'emprunteur se montre solvable, un crédit lui est accordé. Et dans la seconde qui suit, la somme de 200 000 euros, par exemple, est créée d'un coup de baguette magique sur un ordinateur. Le principe est d'utiliser le tableau à double entrée, le tableau comptable. L'emprunteur doit déjà les 200 000 euros à la banque, et la banque lui doit ces 200 000 euros actuellement. Il y a un équilibre. La seule différence, c'est que la banque verse les 200 000 euros immédiatement, tandis que la dette de l'emprunteur sera étalée dans le temps. Le premier problème que ça pose ici d'emblée, c'est que ce sont donc des organismes privés, donc c'est donc tout à fait non démocratique, des organismes privés qui décident de l'orientation des investissements de toute la société. Et ces organismes sont uniquement guidés par le profit et non par la valeur d'usage de ce qu'on va faire de cet argent. Voilà. Donc d'où les problèmes anthropologiques et écologiques, puisqu'il est souvent bien plus rentable de financer des productions qui vont être néfastes pour l'environnement ou qui vont impliquer des charges de travail pénibles pour les travailleurs, etc. Ce n'est pas du tout l'objet du prêteur. Lui, ce qu'il voit, c'est le profit à court et long terme qu'il pourra en tirer. C'est la seule orientation, le seul critère de décision. C'est déjà le premier problème, donc un problème purement politique, le fait que ce soit privé. Alors que la monnaie est un outil qui repose sur la confiance dans le fait que ce billet, ce bout de papier qui ne vaut même pas 1 centime, on accepte qu'il vaille 50 euros. Donc c'est une acceptation qui repose sur la confiance, qui est collective. Rien que ça, je pense, implique le fait qu'il faudrait qu'il y ait une gestion démocratique de la création monétaire. Alors dans le système capitaliste, la monnaie est donc créée immédiatement, de façon instantanée, et puis elle sera détruite à chaque mensualité de remboursement. Par exemple, dans le cas que j'ai pris où l'emprunteur emprunte 200 000 euros, par exemple, il aura des mensualités, supposons, de 5 000 euros. Et donc, le tableau comptable montrera le mois suivant plus 195, moins 195. Puis le mois suivant, plus 190, moins 190. Comme ça jusqu'à 0. Et à chaque fois, les 5 000 remboursés sont détruits. Ça surprend beaucoup les novices en la matière. On crée la monnaie et on la détruit. Et c'est tout à fait logique. Sinon, il y aurait une quantité de monnaie en circulation absolument phénoménale. On coulerait sous les milliards depuis tant d'années qu'on crée de la monnaie. Et par contre, l'intérêt représente le profit perçu par la banque. Donc l'intérêt, lui, n'est pas détruit. Il peut représenter jusqu'à
jusqu'à 100% de la somme empruntée sur une durée de 20 ou 30 ans. Hein. C'est gigantesque. Hein. Donc là, j'ai donc évoqué la création monétaire capitaliste et le fait que ce soit privé et le principe de création-destruction. Je vais centrer mon propos sur le crédit à la production. Parce que le crédit à la consommation ne pose pas de problème particulier, même si bien sûr on ne veut pas pousser à la consommation. Mais nous considérons qu'il est tout à fait logique qu'un prêt à la consommation soit remboursé par son emprunteur, puisqu'il ne crée pas de valeur en face de l'argent reçu. Au contraire, il va consommer de la valeur déjà produite. Par exemple, s'il achète une voiture, la voiture est déjà produite. Il la consomme. Donc, s'il reçoit une avance monétaire pour acheter cette voiture, il est tout à fait normal qu'il le rembourse. Par contre, Réseau Salariat conteste vigoureusement le fait qu'on soit sommé de rembourser un crédit à la production pour produire de la valeur. Puisqu'en face de la somme que nous allons recevoir dans l'entreprise, nous allons produire la valeur équivalente. Par exemple, produire des voitures. Donc c'est ça le remboursement. C'est la production, c'est l'emploi fait de cette monnaie pour produire de la valeur. Donc d'une certaine façon, dans le capitalisme, on rembourse 2 fois et demi, voire 3 fois. Puisqu'on rembourse en produisant l'intégralité de la valeur qu'on a empruntée. Ensuite, on rembourse en monnaie à la banque par mensualité. Et ensuite, on rembourse de l'intérêt. C'est même plus du remboursement. Là, on crée du profit pour la banque. Donc, c'est un principe duquel il faut sortir. La dette, l'endettement pour produire est totalement illégitime. Ici, je mettrai un petit exemple. Par exemple, ça commence vraiment, même pour vous qui êtes jeune, vous avez peut-être fait des prêts étudiants, par exemple. Le principe du prêt étudiant, c'est s'endetter pour travailler. Et bon, là, c'est à une petite échelle. Un étudiant va emprunter 20 000, 50 000 euros. Mais c'est toute l'économie qui fonctionne comme ça. Dans le capitalisme, pour travailler, il faut s'endetter. Même les salariés d'une entreprise qui sont pas conscients de ça, travaillent partiellement, et même beaucoup quand même, pour rembourser la dette de leur employeur vis-à-vis des banques. Voilà. Comme le dit avec humour souvent Bernard Friot, tu me prêtes, comment il dit ça, ah oui, tu me piques, puisque tu me piques, tu me prêtes, je te rembourse. C'est-à-dire que effectivement les investisseurs, les banques ponctionnent la valeur, rassemblent la valeur dans les centres de profit, par exemple des fonds de pension, qui vient du travail, c'est le surtravail des travailleurs. Donc c'est de l'argent qu'ils nous ont piqué, c'est la première occurrence. Ensuite, on travaille et on rembourse. Parce qu'il ensuite cet argent nous est prêté, on travaille pour le rembourser. Donc c'est un cycle infernal qui dure depuis des décennies, quoi. Donc cet endettement est totalement illégitime et il s'agit d'en sortir. Donc voilà à peu près pour le tableau général de la création monétaire de nature capitaliste. On pourrait en dire beaucoup plus sur le fait que ce système a des grosses failles et ouvre vers des bulles spéculatives gigantesques qui représentent à peu près 100 fois l'économie réelle. Donc moi, ce que je vais vous présenter comme création monétaire, ça ne concerne que l'économie réelle. La spéculation est bien évidemment supprimée de ce système-là. Il faut que la monnaie qui circule soit le reflet précis de la valeur que nous produisons, une valeur de valeur d'usage réelle, les biens et services, voilà, que nous produisons tout simplement.
Alors donc le premier élément pour une monnaie que je qualifierais de socialiste, je vais vous dire pourquoi. C'est donc que les organismes qui vont créer cette monnaie doivent être sous contrôle démocratique. Ça c'est pour la dimension politique. Je ne vais pas m'y attarder longtemps. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une surveillance citoyenne de la création monétaire. Alors. Je ne sais pas, je crois que vous connaissez un petit peu les thèses de réseau salarial en termes de production. Il s'agit là de passer du cycle capitaliste qui est le cycle profit, crédit en boucle au cycle cotisation-subvention. L'intérêt que ça a est perceptible à l'échelle microéconomique, à l'échelle d'une entreprise. Dans ce principe-là, une entreprise n'a pas des mensualités de crédit prédéterminées à l'avance à rembourser, ce qui est très difficile, ce qui explique beaucoup pour le fait que beaucoup d'entreprises ferment au bout de 3-4 ans. Il y a le crédit à rembourser absolument à chaque fin de mois, plus les salaires à payer aux travailleurs. Le patron a tendance à accepter n'importe quel marché, même pourri, même sale, anti-écologique, etc., pour faire rentrer de la monnaie, pour être sûr de rembourser son crédit. C'est asphyxiant pour l'ensemble de la société et pour cette entreprise en particulier. Tandis qu'avec le cycle cotisation-subvention, ce stress disparaît, puisque le paiement mensuel à l'organisme prêteur est proportionnel à la valeur ajoutée qui a été produite. Si on a produit beaucoup de valeur, on va avoir une cotisation assez importante. Mais si on a produit peu de valeur, eh bien on aura une petite cotisation à payer. Donc on n'est jamais fragilisé par un remboursement qui serait trop fort. Donc ça donne un horizon, une confiance dans l'avenir. On n'est pas sans arrêt sous la menace d'un problème de remboursement, puisque c'est toujours proportionnel. D'accord ? Donc cet élément-là est important. On va souvent faire l'aller-retour dans mon explication entre microéconomie et macroéconomie. Là, c'est donc à l'échelle d'une entreprise. D'accord ? J'ai parlé précédemment du fait que la quantité de monnaie en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire, doit correspondre à la réalité de ce que nous avons produit, de ce que nous produisons. Et non pas ce qui se passe dans le capitalisme où il y a 100 fois plus de monnaie. Mais c'est de la monnaie qui passe pas par nous, qui est dans une sphère spéculative, c'est Wall Street, quoi. Donc un des principes forts, un des postulats pour cette création monétaire, c'est que donc il y a que le travail qui produit de la valeur. Le travail vivant, donc le travail humain. Voilà ce qui produit de la valeur. Et donc la quantité de monnaie en circulation doit correspondre à ce travail. Donc c'est un des postulats importants de ce que je vous explique. Une des observations évidentes qu'on peut faire actuellement dans la monnaie qui existe dans le capitalisme, c'est que c'est une monnaie dont nous avons toujours peur de manquer. Et c'est une monnaie qui peut s'accumuler à l'infini. Voilà ces deux grandes tares telles que nous, citoyens, nous pouvons vivre avec cette monnaie. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que vous pouvez le lire dans, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe allemand Georges Simmel, qui a écrit sur l'argent, mais Marx aussi développe ça dans le Capital. Le fait que le type de création-destruction monétaire dans lequel on vit conditionne les comportements de chacun au point de créer ce qui s'apparente à des traits de caractère. Par exemple, on est radin.
a priori, dans un monde sans monnaie, nous aurions rarement l'occasion d'être radins, sauf en situation de pénurie de quelque chose. Peut-être là, ce comportement se manifesterait, mais sinon, il n'y a aucune raison d'être radin dans la nature, disons. Là, étant donné que c'est une monnaie dont nous avons peur de manquer, le trait de caractère, par exemple, du radin apparaît et nous semble même naturel, alors qu'il est construit. C'est un trait construit quand même, largement construit. Ça, c'est pour le côté donc monnaie dont nous avons peur de manquer. Deuxième tare de cette monnaie, donc monnaie qui peut s'accumuler à l'infini. Là, par exemple, ça crée le trait de caractère du flambeur, par exemple, qui claque du fric partout de façon ostentatoire. A priori, dans la nature, sans monnaie, ça n'existe pas, ce trait de caractère. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est construit par ce type de création monétaire capitaliste. Donc, pour créer une monnaie socialiste, nous serons guidés par le fait que nous voulons créer une monnaie dont personne ne peut jamais manquer. Ce sera son premier trait. Et une monnaie qui ne peut pas s'accumuler. C'est-à-dire que nous voulons éradiquer le profit et même l'épargne, qui peut être une faille, une ouverture vers l'accumulation de monnaie qui serait excessive. Alors, j'ai noté une petite liste de postulats pour la monnaie que je vous propose. Donc ce sera une monnaie qui existerait, on va parler au conditionnel, qui existerait dans un monde où le droit politique au salaire à la qualification, salaire à vie, ce droit politique est institué, donc tout le monde perçoit un salaire. Après on peut discuter à 16 ans, à 18 ans, etc., peu importe, mais il y a le droit politique au salaire. Ce qui d'emblée répond à la première exigence de cette monnaie, qui est d'être une monnaie dont personne ne peut jamais manquer. Le deuxième postulat, c'est que le salaire est la seule forme de rémunération dans cette société dont je vous parle. Il n'y a plus de revenus, revenus de loyer, revenus de placement bancaire, ça n'existe plus. La seule façon de percevoir de la monnaie en tant que citoyen, c'est le salaire. Et c'est un droit. D'accord ? Entre parenthèses, j'ajoute le fait que, vous le savez, on pourrait développer une discussion à part là-dessus si vous voulez plus tard. Et donc une petite échelle des salaires existe dans le projet de réseau salarial. C'est pas un salaire égal pour tous. Il y a une petite échelle des salaires de 1 à 4. Mais ça, c'est ouvert au débat public. Voilà. Donc tel que je l'ai dit tout à l'heure, le cycle profit-crédit est supprimé. C'est le 4e point là. Mais le crédit à la consommation peut toujours exister, simplement sans intérêt bien évidemment. Voilà, il peut comprendre des frais de gestion, il peut comprendre un ajustement par rapport à l'inflation ou à la déflation. Voilà, donc on a fait un prêt à la consommation, on le rembourse, d'accord, mais c'est tout. Par contre, sinon il n'y a plus de cycle profit-crédit dans la production. C'est le cycle cotisation-subvention qui est généralisé. Donc c'est un monde dans lequel toute la production est socialisée. Et dernier point dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, dans notre association, c'est que dans ce principe-là, il n'y a plus d'impôts. Il faut comprendre que dans le monde du salaire à vie, il y a un dégraissage de l'État. C'est une expression de droite que j'emploie, mais là il y a un véritable dégraissage de l'État dans le sens où l'économie c'est nous. Il n'y a plus Bercy, quoi. Il n'y a plus de ministère de l'économie. L'État continue d'exister. Il est largement affaibli. Donc c'est les fonctions régaliennes.
Mais par contre, il n'y a plus de ministère de l'économie, puisque l'économie est gérée par les travailleurs à travers les différentes caisses dont je vais vous parler par la suite. D'accord ? Donc plus besoin d'impôts pour payer la police, la justice, etc. Tous les titulaires de la fonction publique qui travaillent pour l'État sont payés par les caisses de salaire socialisés, comme tout le monde. Pour ce qui est de leurs besoins en matériel divers et variés dans les services publics, ça se fait directement avec les services publics achètent leur matériel auprès des entreprises marchandes, c'est normal. Et il n'y a plus d'État qui détermine ça, quoi. C'est plus son travail, quoi. D'accord ? Donc on n'est pas encore au stade du communisme au sens de Marx. C'est pour ça que je parle de monnaie socialiste. Ce serait une absurdité de parler de monnaie communiste, puisque au bout de la dialectique de Marx, dans le communisme, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de secteur marchand, il n'y a plus de marchandises, il n'y a plus de marché. C'est très très loin dans le temps, a priori. Donc vous devez bien voir que ce que nous proposons est un saut qualitatif très fort, mais si on s'en tient au vocabulaire marxiste, ce n'est pas le communisme, c'est du socialisme, puisqu'il y a encore un secteur marchand, il y a encore de la monnaie, des salaires, d'accord ? Alors Bernard Friot utilise toujours le mot communiste. D'ailleurs moi aussi très souvent, je me force à dire socialiste parfois. Je pense qu'il utilise ce vocable parce que c'est le communisme en tant que chemin de sortie du capitalisme. Et là, ce que je vous décris, c'est vraiment ça, c'est un chemin de sortie du capitalisme. En ce sens que le communisme n'est pas un idéal, n'est pas une utopie, un paradis, je ne sais quoi, quelque chose d'imaginaire qui serait parfait. C'est juste le chemin pour sortir de la situation actuelle. Bon. Un élément technique que j'apporte en plus pour vous aider à comprendre mon propos. Nous allons donc déterminer un mode de création monétaire dans lequel nous allons devoir surveiller en permanence la masse monétaire en circulation. Nous allons déterminer quelle masse monétaire est nécessaire pour constamment la maintenir à son niveau juste et nécessaire. Donc il faut comprendre que dans une société, s'il y a trop de monnaie en circulation, la conséquence, c'est l'inflation. Les prix augmentent. A contrario, s'il n'y a pas assez de monnaie en circulation, il y a du chômage. Vous comprenez ça ? Ça vous choque pas Moi, ça me choque pas. Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de monnaie, nous avons les travailleurs pour faire ce qu'il faut faire, nous avons les matériaux, les outils pour faire ce qu'il y a à faire, mais nous n'avons pas la monnaie pour les payer, pour faire les échanges. Donc ça coince en certains endroits de la société, il n'y a pas la monnaie pour faire les choses, donc il y a des chômeurs, et des choses qui ne se font pas. Je reviens d'ailleurs sur la notion de travail, donc nous insistons beaucoup sur la distinction entre travail et emploi. Du travail, il y en a à l'infini, il y en aura toujours à l'infini. Il y a 1000 milliards de choses à faire. Nous manquons de profs, nous manquons d'infirmières, de paysans, etc. La liste est longue. Le travail est infini. Par contre, l'emploi est limité. C'est une bonne ouverture pour réfléchir à nos thèses. Donc, nous sommes dans le capitalisme, dans une situation fréquemment où nous avons des travailleurs prêts à travailler par millions. Nous avons 1000 choses à faire pour améliorer notre vie, mais nous n'avons pas la monnaie
Nous n'avons pas les financements, les investissements nécessaires pour le faire. C'est totalement absurde, puisque la monnaie en soi, c'est juste un outil. Donc c'est cette situation dans laquelle on vit. Voilà. Donc il s'agit d'où l'importance. C'est une deuxième raison après la première raison étant de supprimer le profit. Donc d'avoir une masse monétaire suffisante pour que tout le monde puisse produire ses activités et surtout qu'il soit pas non plus excessive, non seulement pour générer du profit mais aussi pour créer de l'inflation. Donc voilà les postulats. Alors, cette création monétaire, elle va fonctionner dans des caisses. Vous avez entendu parler, j'imagine, dans les théories de réseau salariat, les caisses de salaire à vie, les caisses d'investissement et les caisses de gratuité. Il y a 3 types de caisses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 3 en France, il y en a des centaines. De même qu'il y a des caisses de retraite ou des caisses maladie un peu partout dans les préfectures. C'est le déjà là sur lequel on se base. Donc il y aura des caisses de salaire à vie, des caisses d'investissement et des caisses de gratuité. Les caisses de gratuité correspondent en fait, la formulation serait peut-être plus heureuse si je disais des caisses de service public. D'accord ? Alors notre petit groupe de travail a buté sur un problème pendant un certain temps, en suivant, disons, une fausse piste. Nous pensions au départ que la création de la monnaie se ferait dans les caisses d'investissement, puisque c'est là qu'on décide démocratiquement donc que les projets des uns et des autres sont validés et financés avec retour par cotisation. Et après une longue réflexion et discussion entre nous en sommes venus à l'exact contraire. La monnaie serait créée dans le monde du salaire à vie, dans les caisses de salaire à vie et dans les caisses de services publics. Les caisses de salaire à vie, tous les mois, donc il y a un cycle mensuel de création. Tous les mois, les caisses de salaire à vie créent la monnaie de tous les salaires. Elles savent, chaque mois, elles savent facilement quelle somme globale ça représente, puisque ce qui change de mois en mois, c'est la démographie. Il y a des personnes qui sont décédées, donc c'est des salaires moins à régler. Il y a des nouveaux majeurs qui arrivent, donc c'est des nouveaux salaires à rajouter. Et il y a des changements de qualification des travailleurs régulièrement, donc des changements de salaire aussi. Donc les caisses de salaire à vie se renseignent auprès des jurys de qualification et auprès des instances qui observent la démographie, tout simplement, pour calculer chaque mois quelle quantité de monnaie elle doit créer pour la distribuer à tous les citoyens, à tous les producteurs. Donc ça change tous les mois, légèrement, et c'est très très simple à suivre, ça ne pose aucune difficulté technique. Tous les mois également, les caisses de service public créent la monnaie dont ont besoin les services publics en termes d'achat auprès des entreprises marchandes. Elles ont aussi bien la secrétaire qui a besoin d'acheter des rouleaux de scotch, aussi que les gros investissements. Il y a beaucoup de dépenses de besoins dans les services publics en matériaux divers. Une entreprise, par exemple, qui ferait du transport public gratuit, ferait construire ses rames ou ses bus par des entreprises marchandes, d'accord ? Et donc il faut bien les payer. Donc les caisses de services publics créent cette monnaie-là. Ainsi, vous pouvez, je pense déjà voir que chaque mois, la somme totale de la monnaie créée doit correspondre, là, tel que je vous ai présenté, ça correspond pas encore tout à fait, doit correspondre
à la somme de ce que les entreprises marchandes produisent. Ça, c'est une obsession constante dans ce système. Il doit y avoir autant de monnaie créée que de production de marchandises du secteur marchand. Tout simplement parce qu'évidemment, s'il y a encore de la monnaie dans ce monde-là, c'est que parce qu'il y a un secteur marchand. C'est une palissade, ça. La monnaie disparaîtrait, ne peut disparaître que si on élimine le secteur marchand. D'accord ? A priori, c'est un secteur marchand qui se réduit. On va a priori faire un service public du textile, un service public de l'alimentation, du transport, de l'énergie, etc. Et peu à peu, on aurait sans doute un secteur marchand réduit à des choses, à une production de marchandises moins essentielles, plus superflues, moins nécessaires absolument à vivre. Enfin, ça, c'est prospectif de ma part, c'est peut-être s'avancer un peu vite, mais c'est a priori la logique déjà dans laquelle on est historiquement. Autre parenthèse, on a parfois continué de vendre des produits avec un prix dans du service public. Acheter des timbres à la poste, acheter un billet de train. C'est un mixte, c'est-à-dire que ce n'est plus un secteur marchand véritablement, puisqu'il n'y a plus de marché, il y a un monopole d'État. Malgré tout, on conserve un prix, et donc ce prix est partiellement socialisé. On paye pas le vrai prix que ça coûte quand on prend le train. Dans le système je dirais dans la SNCF d'avant. Hein. Donc, quand on paye 90 centimes pour envoyer une lettre en Corse, il est bien évident que ça coûte beaucoup plus cher à l'origine. Hein. Pareil, quand la poste était vraiment publique. Donc le prix est partiellement socialisé. Donc ça, c'est du marchand non marchand, c'est difficile à qualifier. Mais moi, je parle vraiment du marchand, c'est-à-dire un secteur dans lequel il y a un marché avec du choix pour les producteurs en tant que consommateurs, avec donc des marchandises avec des prix. C'est inhabituel dans notre camp politique, mais nous défendons l'idée de entreprendre, un mot de droite, accaparé par la droite. Entreprise, entreprendre, liberté d'entreprendre. Tout ce vocabulaire est totalement pris par la droite. La gauche n'aime pas l'entreprise, culturellement. Mais nous pensons qu'entreprendre, c'est bien. Avoir des envies de produire des choses, de proposer des choses aux autres, c'est très bien. À partir du moment où ce n'est pas guidé par le profit, ça me va très très bien. Donc nous voulons réhabiliter ces valeurs-là à gauche. C'est pas facile. Il y a des réticences assez importantes. Mais il me semble que le système du plan à la soviétique pose des problèmes quand même assez lourds. Il semble préférable de pouvoir aller sur le marché, c'est-à-dire le marché du coin ou au magasin, peu importe, et d'avoir le choix d'acheter ce dont on a besoin, plutôt que de se voir une certaine quantité de marchandises allouées sur 5 ans et de perdre en termes de choix pour consommer. Enfin, le plan nous paraît poser bien des difficultés par rapport au marché. Voilà. D'ailleurs, encore une fois, à gauche, le mot marché est mal vu. De même que la monnaie, souvent on voudrait abolir la monnaie, on voudrait abolir le travail, abolir la marchandise, enfin tout abolir. Sans doute en imaginant souvent que c'est propre au capitalisme, toutes ces valeurs-là. Mais le marché existait avant le capitalisme, la monnaie aussi, le salariat aussi, le travail aussi, sous d'autres formes. Donc ce n'est pas inhérent au capitalisme, ça existait avant. Il est sans doute probable que la porte de sortie du capitalisme
ces choses-là en les transformant, en les subvertissant. Par exemple, là, on conserve un marché, mais il n'y a plus de profit. C'est quand même une subversion puissante, d'accord ? Voilà. Alors là, on en est au stade où on a créé de la monnaie. Pourquoi on l'a créé dans les caisses de gratuité, enfin de services publics, et les caisses de salaire à vie ? Parce que l'ensemble de la production marchande est consommé par nous, titulaires de salaire à vie, et par le service public qui en a besoin. Voilà. C'est simple. Les deux entités qui consomment la production marchande sont les citoyens, les producteurs, en tant que consommateurs, et les services publics. Donc il faut bien qu'il y ait un équilibre entre la somme de ce qui est produit dans le secteur marchand et la monnaie créée dans ces deux entités, caisse de gratuité et caisse de salaire à vie. C'est là qu'est l'équilibre global. Alors tout à l'heure j'ai signalé le fait que la quantité de monnaie à créer dans les caisses de salaire à vie varie en fonction de données j'ai plus le mot en tête, démographiques et des changements de qualification des producteurs qui interviennent régulièrement. Pour ce qui est de la quantité de monnaie créée dans les caisses de services publics, là pareil c'est sur facture. On sait que tel service public doit acheter pour X monnaie des produits dans différentes entreprises marchandes. On crée cette monnaie, d'accord ? C'est en direct, quoi. D'accord ? Donc le retour se fait par cotisation. Les entreprises marchandes donc reçoivent toute cette monnaie que nous achetons leurs marchandises. Et cette monnaie revient en caisse, donc sur un cycle mensuel toujours. A priori, pour l'instant, on était à 60% de la valeur ajoutée pour les caisses de salaire à vie. Ça peut varier, c'est à discuter, c'est technique. Ça paraît beaucoup sur 60%, mais c'est déjà le cas actuellement. Si on fait la somme des salaires plus cotisations sociales sur l'ensemble de la production, c'est à peu près 60% de la valeur ajoutée des entreprises. Donc c'est déjà ça, quoi. Voilà, quoi. Alors au niveau, il est intéressant de s'imaginer dans quel monde on est là, à l'échelle d'un producteur, d'une entreprise isolée, à l'échelle microéconomique. Un des éléments fondamentaux qui renforce le fait qu'au niveau statutaire, ce serait que chaque entreprise est démocratique. C'est le fait que chaque salarié n'est pas payé par son patron, par son entreprise, comme c'est le cas actuellement. Actuellement, le fait que chaque patron d'entreprise paye directement ses salariés lui donne un pouvoir exorbitant sur leur personne, quoi. Non seulement il est guidé par le profit, il est guidé par la nécessité absolue de rembourser ses mensualités de crédit, et en plus il peut mettre sous la menace plus ou moins ses employés, de les sanctionner d'une manière ou d'une autre, de les licencier ou de les mettre sur un poste où ils sont moins payés, etc., etc. Tout ça disparaît puisque chaque travailleur est rétribué par des caisses qui sont extérieures à l'entreprise. Et là, on n'invente rien. Il y a déjà là, les retraités ou les chômeurs, par exemple, sont payés par des caisses extérieures aux entreprises. C'est déjà le cas. Les titulaires de la fonction publique, c'est un peu ça aussi. Dans la santé, c'est déjà le cas aussi. Donc, c'est un des éléments fondamentaux pour sortir du chantage à l'emploi, du chantage au salaire dans lequel on est, quoi. Voilà. Alors, ça je l'ai dit, on est sur les profits.
Donc, je pense qu'on a fait le tour des points, d'abord de la phase essentielle, donc de création, destruction. Donc, évidemment, les cotisations qui sont payées par les entreprises proportionnellement à leur valeur ajoutée, quand ces cotisations reviennent dans les caisses de salaire à vie et de gratuité, cette monnaie est détruite. Tous les mois, il y a création et destruction. C'est un cycle, d'accord. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est la base du système. Mais vous avez remarqué, nous n'avons pas encore vu les investissements dans cette histoire. Nous avons parlé des caisses de gratuité, services publics, et nous avons parlé des caisses de salaire à vie. Mais bien sûr, toute économie a besoin d'investissements pour, par exemple, pour renouveler du matériel, pour créer du nouveau matériel, pour créer de nouvelles entités, pour créer de la recherche, etc. Donc, il faut régulièrement réapporter du financement pour tous les projets que tous les citoyens et entreprises peuvent avoir dans cette société. C'est là-dessus que nous avons longtemps buté. A priori, ça c'est le travail des caisses d'investissement. Mais si ces caisses d'investissement créent de la monnaie pour investir, donc, vous remarquerez que aussitôt il y aurait beaucoup plus de monnaie en circulation, puisqu'on a déjà, avec les caisses de gratuité et les caisses de salaire à vie, on a déjà produit la monnaie nécessaire pour l'ensemble de la production. Donc si on crée encore une part supplémentaire dans les caisses d'investissement, il y aurait un excès de monnaie en circulation assez important quand même. Et c'est là que nous avons finalement compris que les caisses d'investissement, il y a un huis clos, on va dire ça, oui, un huis clos des entreprises qui toutes cotisent aux caisses d'investissement et redistribuent ces cotisations pour les investissements nouveaux, et donc sans création monétaire supplémentaire. C'est un cycle interne à l'ensemble des entreprises. Alors bien sûr, il y aurait des caisses d'investissement parfois par secteur géographique. Il pourrait y en avoir par exemple pour l'île métropole, ou alors par branche d'activité, caisse d'investissement de tel secteur d'activité, qui prendrait toute une filière, parce que parfois, les investissements parfois nécessitent des connaissances techniques pour les déterminer. Alors même si dans les caisses d'investissement, il faut certainement également un maximum de démocratie, un regard de la société, pour vérifier que les investissements validés soient acceptables, par exemple sur un plan écologique ou ce genre de choses. Voilà. Mais donc, point important, les caisses d'investissement ne créent pas de monnaie. Elles redistribuent les cotisations des entreprises, qu'elles perçoivent des entreprises. Voilà. Alors, il est évident, me semble-t-il, que dans un monde ainsi conçu, on serait pas tenté de vouloir absolument épargner, mettre de l'argent de côté, puisque le premier critère dont je vous ai parlé, le fait que nous voulons créer une monnaie dont personne ne peut jamais manquer, c'est le fait d'avoir peur de manquer souvent qui incite à épargner. Mettre un peu de côté au cas où pour les coups durs. On est tous habitués à ça, je crois. Et dans une société où il y a un droit politique au salaire, cette tentation aurait tendance, à mon avis, à peut-être pas à disparaître totalement, mais à affaiblir considérablement. Ceci dit, le principe que je vous ai décrit a encore une faiblesse de ce point de vue-là, puisqu'il ne pourrait fonctionner parfaitement que uniquement si chaque citoyen dépense chaque mois l'intégralité de son salaire. Alors là, ce serait le système parfait. Ça voudrait dire que la production a été parfaite, on a produit exactement ce dont les citoyens avaient besoin. Donc ils ont dépensé au centime près leur salaire.
Et donc là, l'équilibre est absolument parfait. Donc là, il y a bien sûr une faille dans le fait que sur chaque compte bancaire personnel, chaque mois, il y aura certainement une partie du salaire qui ne serait pas dépensée, une partie plus ou moins grande. Donc, une porte ouverte à l'accumulation de capital. Alors, ça peut être admissible si c'est très raisonnable et très marginal, hein, bien sûr. Mais de mois en mois, par accumulation progressive, tous les mois, je perçois 2000 euros, mais j'en dépense que 1500. Voilà, donc tous les mois, il y a 500 qui s'accumulent sur mon compte. Et comme ça, pour des millions de citoyens, ce qui peut finir par faire une quantité de monnaie qui ne circule pas, assez importante. Donc ça peut devenir à terme un problème. Donc notre groupe a travaillé sur cet aspect et a donné 2 réponses. La première réponse, c'est de prendre cette monnaie sur les comptes pour les faire remonter dans les caisses et les détruire, en laissant pour les détenteurs de cette monnaie un avoir, quoi. Il ne s'agit pas de spolier non plus les travailleurs. Parce qu'il est important que toute la monnaie circule. La monnaie, c'est juste fait pour circuler, hein. C'est sa fonction. Dès qu'elle est stockée quelque part, ça pose problème. Mais la vraie réponse, c'est de calculer un seuil, on va dire. Alors là, il faudra le déterminer collectivement. Un seuil qui serait le calcul du rapport entre la quantité de monnaie comme ça stagnante, qui n'est pas dépensée, par rapport à la quantité globale en circulation. Et de décider qu'à partir de tel pourcentage, là c'est à déterminer collectivement, hein, c'est pas à moi de le dire, à partir d'un certain seuil, cela déclencherait une procédure de rediscussion généralisée de l'échelle des salaires. Si tant d'argent n'est pas dépensé, c'est qu'on en crée trop et qu'il y a trop de monnaie par rapport à ce... Enfin, ça veut dire que l'échelle des salaires, elle est trop haute, par exemple. Donc on peut baisser les salaires, ça sert à rien, quoi. Puisque de toute façon, tous les mois, on dépense que 80% de nos salaires, par exemple. Donc ça sert à rien. Donc on pourrait mettre un seuil d'alerte à partir duquel on détermine qu'il y a trop d'épargne qui se fait comme ça, progressivement, et que ça devient trop lourd par rapport à la quantité de monnaie, et voilà, on décide que ça veut dire que l'échelle des salaires est à réviser. Ou que les prix sont à augmenter. C'est évidemment même, il y a un rapport direct entre salaire et prix, c'est bien évident. Jouer sur l'un, c'est jouer sur l'autre, et vice-versa, toujours. En tout cas, là, il y aurait une instance politique, sans doute à coller aux caisses de création monétaire, et peut-être aux jurys de qualification d'ailleurs, pour redéterminer une échelle qui correspond vraiment aux besoins réels. Remarquez que l'obsession, c'est de sans arrêt de surveiller la masse monétaire en circulation. Voilà. Ça, c'est vraiment le point important. Un autre dossier par rapport à ça qu'on a développé un petit peu, mais là j'ai pas les documents, c'est c'est un problème pas énorme, mais c'est sur les exportations-importations dans un monde où nos voisins, c'est totalement hypothétique, hein, nos voisins seraient totalement capitalistes encore, et on aurait nous, on serait en train de mettre en place un tel système. Quel problème ça poserait, quelle matière première ou quelle marchandise on est obligé d'importer, parce que vraiment on ne peut pas les produire nous-mêmes. Autant on peut certainement relocaliser de nombreuses industries, de nombreuses productions qui ont été délocalisées uniquement pour des raisons de profit, quoi, et de coûts du travail très faibles, etc. Malgré tout, il y a des matières premières dont on n'a pas dans nos sols, dans nos sous-sols. Il y a certainement des marchandises que nous ne sommes pas capables de produire et dont nous avons besoin. Par exemple dans l'électronique, etc. Je sais pas, le pétrole, même si on voudrait sortir de ça, évidemment. Donc là, on a un petit dossier en cours de travail là-dessus.
pour avoir une possibilité d'échange avec les pays voisins qui seraient peut-être pas forcément amicaux avec nous. C'est un problème qu'il faut envisager, mais qu'il est difficile d'envisager pour l'instant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, je vais vous mener la discussion jusqu'au point technique sur lequel on est actuellement. Dans le capitalisme, pour calculer un prix, l'élément fondamental, c'est d'abord la mesure du temps de travail. Donc on mesure la valeur par le temps de travail. Après, il peut y avoir des éléments qui viennent perturber ce calcul, comme la rareté, etc. En fait, ce n'est pas lié spécifiquement au capitalisme, c'est lié, je pense, au monde marchand, au secteur marchand. Puisqu'après réflexion, il semble difficile de sortir de ce principe, même dans un marché socialiste. Même si ça peut être largement assoupli. Ce que nous avons su faire historiquement, c'est calculer la valeur non pas par le temps de travail, mais par la qualification des producteurs. Mais ça, on l'a fait que dans les services non marchands. On l'a fait dans tout ce qui est administratif, l'hôpital, l'enseignement, etc. Ça rentre dans la comptabilité nationale, dans le PIB. C'est-à-dire que c'est quand même fort. Le capitalisme reconnaît qu'une infirmière du service public travaille, produit de la valeur. Dans les discours, ils le disent jamais. Mais en tout cas, dans la comptabilité nationale, c'est dit. Et ça, c'est international en plus, hein. C'est une norme internationale. Le capitalisme reconnaît qu'un prof de l'école publique produit de la valeur. Ça rentre dans le PIB. Alors tout ce qui rentre dans le PIB qui vient du monde marchand, c'est simple, c'est la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées. Par contre, tout ce qui vient du service public, c'est la somme des salaires. Donc la somme des qualifications des producteurs. Donc on a su faire ça, ce qui est vraiment fantastique, hein, c'est vraiment révolutionnaire ça. De mesurer la valeur de la production non marchande et donc de sortir du calcul de la valeur par la mesure de son travail. C'est beau quand même. Mais on a su le faire uniquement dans ce domaine-là. Il semble difficile de le faire en dehors. Que de le faire dans le secteur marchand semble... pour l'instant, nous bloquons sur ce principe-là pour pouvoir en sortir. Comment calculer le prix donc d'une marchandise du secteur marchand donc dans le monde des salaires à vie? C'est la grosse question sur laquelle nous travaillons actuellement. Les éléments que nous prenons en compte pour ce calcul, c'est la proportion de salariés du secteur marchand par rapport à l'ensemble des salariés. Et par rapport à... C'est-à-dire que il faut que la somme des prix de la production marchande corresponde à la somme de tous les salaires, même non marchands, même du secteur non marchand, et des achats du service public aux marchands. Il faut que la somme des prix corresponde à ça. Puisque les travailleurs du secteur marchand, leur travail doit permettre de générer aussi les salaires du secteur non marchand. Et même de ceux qui sont ni dans le secteur marchand, ni le secteur non marchand. Par exemple, un étudiant, il sera pas dans les services publics, il sera pas dans le secteur marchand, il sera dans une troisième catégorie, on va dire, mais il aura quand même son salaire. Donc il faut que les prix du secteur marchand payent les salaires des salariés du marchand, des salariés du service public et de ceux qui sont dans ni l'un ni l'autre. Et aussi qui permettent de payer tous les achats du non marchand au marchand. La somme des prix. Alors au niveau global, au niveau macroéconomique, donc, c'est assez facile de calculer un ratio où on va dire, voilà, dans cette entreprise, vous êtes 20 salariés, vous cumulez par exemple 50 000 euros de salaire mensuel. Donc, étant donné qu'il faut que la vente de vos produits, de vos marchandises, vous paye, même si c'est en fait c'est global, hein, c'est pas au cas par cas, c'est au niveau macro ce que je vous raconte, hein, c'est important de bien distinguer.
Il faut que votre production permette de payer vos salaires, les salaires du service public, les autres salaires et les achats du service public aux marchands. Donc il y a bien un taux à calculer entre leur salaire à eux et l'ensemble de ce qu'il faut pour que le prix permette de tout payer. Donc au niveau macroéconomique, c'est très facile. On l'a fait actuellement avec les chiffres de l'économie actuelle. Ça n'a pas grand intérêt, mais ça nous a permis de vérifier, de faire une modélisation. On est tombé sur un taux de 2,35. Ce qui voudrait dire qu'actuellement, par exemple, une entreprise qui percevrait 50 000 euros de salaire à travers l'ensemble de ses salariés devrait vendre pour 50 000 euros fois 2,35. Donc calculer ses prix en fonction de ça, pour que la somme des cotisations qu'elle va faire remonter corresponde, etc. Ça puisse pas payer tout le monde et que le cycle soit sain et continu. C'est assez technique, mais tant que c'est à l'échelle macro, c'est assez facile, ça pose pas de problème. Mais par contre, à l'échelle microéconomique, ça nous pose des gros problèmes. Déjà là, quand je vous l'ai décrit, je vous parlais d'une entreprise, donc. Nous, on estime qu'une entreprise socialiste ou communiste, ça implique que chacun devienne responsable pour gérer l'économie. Là, on est comme des enfants et c'est les patrons qui prennent les décisions, c'est les politiques qui prennent les décisions. Ça nous arrange bien d'ailleurs souvent, ça nous fait chier la comptabilité, la gestion. Tout ça, ça nous ennuie. Mais devenir un homme total, c'est aussi prendre en main cette responsabilité collectivement. Et c'est à ce prix-là que ça peut fonctionner et qu'on peut gérer l'économie et ne plus être sous tutelle d'un État ou d'un patronat. C'est fondamental, quoi. Donc imaginons une entreprise, par contre là donc au niveau microéconomique, une entreprise isolée. C'est un peu ennuyeux quand même de lui dire voilà, il faut absolument que, comme vous percevez 50 000 euros de salaire mensuel, il faut absolument que vous produisiez 2,35 fois 50 000 euros en chiffre d'affaires tous les mois. Ça voudrait dire par exemple que, prenons un cas singulier, supposons un chirurgien qui a un niveau maximum de qualification, qui perçoit un salaire de 5 000 euros. À supposer que la société ait reconnu beaucoup de valeur au métier de chirurgien et donc un niveau de qualification élevé. Ce chirurgien décide de quitter le service public de la santé. Il a envie de vivre une autre expérience. Et ça, c'est un des grands aspects intéressants du salaire à vie, c'est la fluidité dans les parcours de vie, quoi. C'est très important pour la construction de la personnalité de chacun. On peut avoir des expériences plus riches, on a un horizon, on peut changer d'activité plus facilement que dans le capitalisme. C'est quand même une grande richesse, ce serait dommage de s'en passer. Donc supposons que ce chirurgien décide de devenir boulanger, que ça l'intéresse d'apprendre à faire le pain, et rejoigne une petite unité de travail où ils sont 4 ou 5 à produire du pain. Son salaire est tellement important, et comme pour l'instant dans les thèses de réseau salariat, on ne peut jamais rétrograder en salaire, quelle que soit l'activité, ils vont devoir vendre le pain à 10 euros, quoi, avec ce mode de calcul là. C'est-à-dire que le problème surgit au niveau microéconomique. Autant il est simple, au niveau global ça marche. On applique le taux globalement, on est sûr d'avoir une somme des valeurs des prix qui correspond à la somme des salaires et des achats du non-marchand au marchand. Donc il y a en face la même quantité de monnaie que la valeur produite. C'est un équilibre parfait. On manque pas de monnaie, on n'en a pas trop. Mais dès qu'on voit le problème au niveau micro, là je vous donne un exemple, mais on pourrait en citer certainement beaucoup, en imaginer beaucoup. Là on est obligé de dire voilà, il faut que vous soyez soit on va dire aux salariés de cette boulangerie qu'il faut qu'ils produisent 5 fois plus de baguettes et qu'ils arrivent à les vendre en plus pour que ça s'équilibre, ou soit qu'il faut qu'ils en vendent autant mais qu'ils les vendent 5 fois plus cher. Donc ça pose un petit problème là quand même. On voit bien que le marché ne s'adapterait pas à ça, quoi. Donc là on en est à imaginer par exemple pour contourner ce problème. On n'a pas encore fouillé jusqu'au bout, mais ça semble être une bonne réponse à calculer le prix des marchandises à partir du salaire moyen de l'ensemble de la société. Voilà, il y aura un salaire moyen qui aura tendance à bouger légèrement chaque mois
en fonction des niveaux de qualification et des changements démographiques. Donc on recalcule chaque mois le salaire moyen, et c'est ce salaire moyen qu'on multiplie par le taux global. C'est beaucoup plus simple, ça réautorise plus facilement le chirurgien de devenir boulanger sans que ça pèse sur sa boulangerie individuelle, quoi. Ça règle ce problème. Ou alors il faut admettre, et là il va y avoir débat, je pense, à l'intérieur de Réseau Salariat, il faudrait admettre que on puisse baisser en niveau de qualification. Là c'est pas du tout dans les thèses, ça. Alors historiquement, le déjà là historique, c'est qu'on ne baisse pas en qualification. Un titulaire de la fonction publique ne baisse pas en qualification. Un titulaire de la pension de retraite ne baisse pas en salaire. Alors ça, peut-être qu'on a fait ça historiquement parce qu'on était en lutte dans un système globalement capitaliste. Maintenant, dans une société socialiste, précommuniste, à partir du moment où c'est le producteur lui-même qui décide de changer l'activité, peut-être qu'on peut admettre qu'il puisse changer de niveau de qualification et avoir le niveau de qualification de l'activité qu'il effectue réellement à l'instant T pour avoir le salaire qui correspond. Donc il puisse baisser en niveau de salaire à partir du moment où il n'a pas été contraint et que c'est un choix personnel, il a envie de changer d'activité, il change de niveau de qualification, il change de salaire. Bon, pour l'instant, la question, je pense, serait tabou à l'intérieur du Réseau Salariat, mais je pense que c'est un débat qui est intéressant. Je suis chirurgien, je gagne 5 000 et je deviens boulanger, je gagne 2 000. C'est mon choix, personne ne m'a obligé. Est-ce que c'est possible? C'est à discuter. C'est un débat plus politique qu'autre chose et la question est ouverte. Donc, c'est une question qu'on va poser en interne. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur mon travail. De toute façon, je vais vous laisser le document. J'ai pas pu imprimer les calculs et les graphiques, mais ça c'est un texte interne qui circule en interne à Réseau Salariat. Ça vous aidera peut-être en réécoutant la bande son à voir, et puis après on peut se revoir pour en reparler sur des aspects que vous aurez dépassés, qui vous sembleraient confus ou j'aurais pas assez précisé. Mais je pense vous avoir dit l'essentiel. Là, nous obtenons donc une monnaie dont personne ne peut jamais manquer, une monnaie qui ne peut pas s'accumuler, une démocratie dans chaque entreprise et dans la gestion macro dans les caisses. Voilà. Un huis clos entre entreprises pour ce qui est de la création, de ce qui est du financement des investissements. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je crois, j'espère. Alors il faut imaginer que c'est progressivement, j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, c'est progressivement une société dans laquelle le secteur marchand est de plus en plus petit. Ça pourrait correspondre peut-être à un certain stade, si on prenait les références par rapport à aujourd'hui, où on gagnerait, ce serait plus, aujourd'hui on dit, à Réseau Salariat on dit entre 1005, 1007 et 5-6 000. Dans le monde actuel, avec les prix actuels et avec la proportion marchand-non marchand actuelle. Mais si on voit loin dans le temps, ça peut être peut-être des salaires à 500 €, parce que tout le reste c'est gratuit. Les textiles c'est gratuit, l'alimentation c'est gratuit, le transport c'est gratuit, etc. Donc par contre il reste un peu de monnaie pour un petit secteur marchand, des choses moins importantes dans la vie. Donc progressivement ça pourrait se comprimer et que l'échelle des salaires elle soit de 400 à 800, parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui s'achètent et qui se vendent, il n'y a plus beaucoup de marchandises. Voilà, ça peut être ça. C'est intéressant à imaginer comme monde. Voilà. Merci. Voilà, c'est bien. J'ai essayé d'être pas trop. C'est bien. Moi j'aurais plusieurs questions. Alors déjà, est-ce qu'on peut observer, comme c'est le cas pour le salaire à qualification personnelle, un déjà là dans les luttes des travailleurs sur la question de la monnaie? Oui, alors très bonne question à laquelle j'ai jamais pensé. J'ai le sentiment qu'il y a un déjà là, oui, mais au-delà du monde du travail, de la société dans son ensemble, des expériences de création monétaire.
qui tentent d'échapper à la monnaie capitaliste sont extrêmement nombreuses. Je vous conseillerais, si vous pouvez trouver le film La monnaie miraculeuse. Nous l'avons diffusé à l'Univers il y a un mois, je crois, un mois et demi, qui est un très beau film, un long métrage de fiction, mais qui relate une histoire vraie d'un village en Autriche dans les années 30, au moment de la montée du fascisme, et qui est exemplaire. Donc ce qui fait monter le fascisme, c'est le chômage de masse. Ce chômage de masse, il vient d'où? Il vient du fait qu'il n'y a pas assez de monnaie en circulation. Donc, il y a plein de choses à faire dans la société, hein, notamment dans ce village. Alors le nom du village est un mot très long, en allemand, imprononçable. Donc je vous dirai pas le nom de ce village, mais donc dans ce village, il y a plein de choses à faire. Il y a le stade à rénover, il y a des rues, il y a plein de travaux à faire. Il y a des travailleurs au chômage. Et puis il y a rien puisqu'il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas assez de monnaie, quoi. Donc c'est la catastrophe, d'où la montée du fascisme dans la société. Et le maire du village va contourner la loi et créer une monnaie locale qui va pas s'appeler monnaie, qui va s'appeler, je ne sais plus précisément, bon de travail. Il va convaincre les commerçants d'accepter ça, ces bouts de papier de bon de travail. Et c'est la mairie qui va produire cette monnaie. Et puis en 3 semaines, c'est réglé, il n'y a plus de chômage, tout le monde travaille, le village est rénové, tout ce qu'il y a à faire dans le village, tout le monde le fait, tout va bien, quoi. Au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est réglé, quoi. Ça contamine même les villages alentours qui voient ce qui se passe. Alors dans ce film précisément, c'est ce qu'on appelle une monnaie fondante. Je ne sais pas si vous connaissez la monnaie fondante. Pour désinciter à l'accumulation et donc au profit et à l'épargne, le billet de 100, par exemple, au bout de 3 mois, il vaut que 90. Et puis 3 mois après, il vaut que 80. Donc j'ai vraiment aucun intérêt à l'accumuler. J'ai plus intérêt à le faire circuler. Donc dans le film, c'est ce type de monnaie qui est créé. Et bon, le film se termine sur le procès du maire parce que c'est interdit. Le pouvoir de création bancaire est entre les mains des Goldman Sachs et compagnie. Et donc l'histoire se clôt comme ça, malheureusement. Mais des expériences de ce genre, il y en a des milliers dans le monde. Le problème est de pouvoir les instituer légalement, parce que ce qui est autorisé souvent comme méthode de création monétaire, les monnaies locales, etc., ça a un grand intérêt pédagogique et parfois de relocalisation un petit peu des productions, mais ça n'est pas révolutionnaire, ça ne change rien structurellement. Là, il faudrait rentrer dans des aspects très techniques pour en parler. Mais toujours est-il qu'il y a un déjà là, oui, dans tous les pays d'Occident, en tout cas c'est sûr, d'expériences de création monétaire qui veulent échapper à la création par crédit, etc. Ça existe. Voilà. Mais le vrai déjà là, qui est dans ce que je vous ai expliqué, c'est les caisses. Actuellement, on appelle ça caisse de retraite, caisse d'assurance maladie, caisse chômage, etc. C'est les mêmes caisses que les caisses sont faites de salaire à vie. On va dire, ce sont les ancêtres de ce que ce seraient les ancêtres de ce que nous voulons à travers les caisses de salaire à vie, les caisses de services publics et les caisses d'investissement. Donc déjà là, c'est surtout ça. À part que actuellement, bien sûr, les caisses d'assurance maladie ne créent pas la monnaie. Pourtant, ce serait bien que ce soit à elles de créer la monnaie des infirmières, le salaire des infirmières, par exemple. Voilà, c'est ça, quoi. Donc le déjà là, il est dans les deux aspects. Des expériences, il y en a plein. Voilà. La question, c'est que je vois qu'en fait, le but, c'est toujours d'amener des mesures pour essayer de contrer une tendance de l'économie à se dérégler, en fait. C'est ça en fait le jeu de l'économie actuellement tel qu'on essaie de la penser. Il y a actuellement personne qui a réussi à proposer une forme d'économie stable qui ne tend pas à se dérégler sans des bidouillages quelque part des fois. Les dérèglements que tu évoques, ils sont institués actuellement.
Ils sont dans le fait que la création monétaire se fait par crédit, qu'elle soit décidée par des organismes privés. Entre parenthèses, je signale que même la Banque de France est un organisme privé, contrairement à ce que tout le monde croit. Ça s'est passé sous Napoléon Ier. C'est franco-suisse, c'est pas français, c'est privé. Les banquiers ont négocié avec Napoléon le droit de s'appeler Banque de France pour faire croire que c'est public. Et c'est une croyance très répandue, mais c'est privé. Donc les deux raisons, je pense, fondamentales des dérèglements de l'économie dont tu parles, que tu évoques, sont donc liées au fait que c'est privé et que c'est par le cycle profit-crédit. Voilà. Ça ouvre Déjà, ça pose un problème même dans l'économie réelle. Je parle même pas des bulles spéculatives de titrisation de package de titrisation qu'on se vend et se revend, qu'on assure, des assurances. Ça finit par former des bulles incroyables qui n'ont aucun rapport avec la production réelle et qui tôt ou tard finissent par poser problème de remboursement quelque part et qui viennent se renflouer auprès du vrai travail de l'économie réelle. Ça c'est. Mais même si on reste dans le financement de l'économie réelle, je reprendrai le schéma de la baignoire, qui est une métaphore efficace. La masse monétaire, c'est la quantité qu'il y a dans la baignoire. Ce qui remplit la baignoire, le robinet qui coule, c'est les crédits accordés. Dès qu'on accorde du crédit, il y a de la monnaie qui arrive. Et l'entreprise qui capte le crédit qu'on lui a consenti, aussitôt le dépense auprès d'autres entreprises et cette monnaie circule. Et donc fait partie de la masse monétaire. Donc le crédit, quand il est accordé, c'est de l'eau qui rentre dans la baignoire et le niveau monte. Et le goulot en bas de la baignoire, c'est les remboursements. Chaque fois qu'on rembourse, donc on détruit, et donc là, ça fait baisser le niveau de la masse monétaire en circulation. L'image est assez efficace. Et alors, vous comprenez bien que dans un système pareil, il faut tout le temps du crédit. Mais tout le temps, c'est hyper important qu'il y ait tout le temps du crédit. Il faut qu'on s'endette tout le temps. Ce qui explique qu'on est dans une économie d'endettement généralisé. Tout ce que nous observons autour de nous, c'est de l'endettement. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est que de la dette. S'il n'y a plus assez de demandes de crédit, on commence à s'inquiéter pour l'avenir, pas prendre trop de risques, on fait pas de crédit. Donc il n'y a plus d'eau qui coule, il y a moins d'eau qui coule dans la baignoire. Mais pendant ce temps-là, il y a des crédits à rembourser. Ça continue pendant des années. Donc là, le niveau, il baisse. La masse monétaire baisse. Mécaniquement. Donc chômage. Donc il y a plein d'activités qu'on ne peut pas financer. Donc le niveau des chômeurs explose. Et en plus, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux. Donc on n'a pas confiance, on fait pas crédit, on se méfie. Donc il y a du chômage, on a encore moins confiance. C'est infernal, quoi. Donc là, il faut qu'il y ait des interventions. C'est là que dans le capitalisme, il y a des interventions de l'État pour réinjecter de la monnaie, pour qu'il y ait assez de masse monétaire en circulation. C'est un système malade, fondamentalement. Les dérèglements dont tu parles, ils sont structurels, ils sont dans le mode de création lui-même, quoi. Donc le mode de création que j'ai tenté de vous expliquer, vous remarquez d'emblée qu'on ne crée plus la monnaie par crédit. Vous remarquez d'emblée que c'est plus une entité privée qui décide de l'orientation des investissements. Donc il n'y a pas il y a une obsession constante de la masse monétaire en circulation pour éviter justement ce travers-là d'un manque de monnaie et d'un chômage de masse. Mais je pense l'avoir signalé vers la fin. Il y a encore des petites poches, des petites failles possibles dans l'accumulation d'épargne sur le compte de chacun, du fait que chaque citoyen ne dépense pas tout son salaire, forcément.
Donc là, il y a un petit risque, mais bon, il est microscopique par rapport à ce qui se passe dans le capitalisme. Mais il faut le surveiller, il faut avoir un signal d'alarme si ce phénomène devient trop important pour le régler. Et la dérive la plus grave qui est évitée avec ce que je vous ai proposé, c'est qu'il n'y a plus de spéculation, il n'y a plus de bulles à côté. La monnaie qui circule correspond à ce qu'on a produit. Point. C'est l'obsession constante. Donc, a priori, mais je compte sur vous et sur les autres membres de mon asso pour soulever des lièvres qui nous auraient échappé, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, on n'est pas des économistes non plus. Donc il faut pas crier victoire si facilement. Peut-être qu'il y a d'autres failles. Par exemple, il y a peut-être la faille du commerçant individuel dans ce monde-là. Alors il est évident qu'il a son compte personnel, son compte bancaire personnel avec son salaire à vie totalement déconnecté de sa production, comme tout le monde. Et que le compte de son commerce est un compte à part, un compte d'entreprise, un compte bancaire d'entreprise. Mais là, il y a une possibilité de triche assez facilement peut-être dans une telle entreprise de 1, 2 ou 3 personnes de ne pas déclarer une partie de l'activité et des ventes pour mettre de l'argent dans sa poche et ne pas faire remonter en cotisation. Ce qui fait que structurellement, bon, à mon avis, c'est quand même très très marginal, mais structurellement, ça fait que cet argent qu'il n'a pas déclaré, qu'il a mis dans sa poche, il va le faire circuler en consommant, et donc il y aura une petite quantité de monnaie qui n'aura pas été détruite en remontant, et donc qui sera excédentaire dans la masse monétaire. A priori, ça reste vraiment microscopique. Peut-être que c'est une petite faille quand même. Peut-être que ça peut se régler. Il doit y avoir des instances, comme il en existe actuellement, il y a des instances de contrôle du commerce dans le capitalisme. Pourquoi n'y en aurait-il pas dans le socialisme? Voilà, c'est certainement à voir. On n'a pas envie de créer non plus une société de flicage, mais il y a peut-être quand même des contrôles à effectuer. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a encore d'autres failles qu'on n'a pas encore perçues. Voilà ma réponse. Tu voulais poser une question d'ordre bibliographique, c'est ça? Ouais. Pour creuser ces questions, pour aller plus loin, sur quelle œuvre est-ce qu'on peut s'appuyer, sur le travail de quel chercheur, vers qui est-ce que tu nous orienterais? Réseau Salariat déjà. Alors justement, c'est peut-être une faiblesse actuellement de Réseau Salariat de ne pas avoir développé vraiment la création monétaire en tant que telle. On a créé une plaquette déjà il y a 5-6 ans sur l'investissement. C'était un économiste d'ailleurs, Bertrand Bonny, mais il est décédé maintenant, qui avait travaillé ce texte. Ce que nous apportons là vient modifier certains aspects de son travail. Et nous, on est plus spécifiquement ancré sur la création monétaire vraiment en tant que telle. Donc il n'y a pas d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de parole officielle de Réseau Salariat sur la création monétaire. C'est en cours. Maintenant, en dehors de l'association, il suffit de taper création monétaire sur YouTube et ça pullule les propositions, il y a de l'éducation populaire sur le sujet. Il y a ce film dont je vous ai parlé que je veux conseiller vivement, la monnaie miraculeuse. Il y a des tutos parfois de 5 minutes, parfois de 3 heures qui permettent de vraiment réfléchir à la question. Mais nulle part je n'ai entendu parler de ce que je viens de vous proposer. Ce qui me semble logique, puisque c'est vraiment... ça s'appuie sur tous les postulats que j'ai posés dès le départ, sur le salaire à vie, sur le fait que le salaire est la seule rémunération possible,
Alors que tous les autres, quand ils parlent de monnaie de salaire, d'ailleurs souvent ils ont tendance à confondre salaire et revenu, ils mettent ça dans le même. Avec nous, pour nous, le salaire c'est lié au travail. Et il y a que le travail qui produit de la valeur, donc il y a que le salaire. Il ne peut pas y avoir autre chose que du salaire dans ce monde-là, quoi. Les autres postulats que j'avais posés concernant le fait qu'il n'y a pas d'impôt, qu'on passe de profit crédit à cotisation subvention, etc. Aucun modèle de création monétaire, à ma connaissance, ne s'appuie sur ces postulats. Donc il est logique que ce que j'ai tenté d'exposer là, à ma connaissance en tout cas, n'ait jamais été proposé par qui que ce soit. Maintenant, il y a d'autres systèmes qui sont intéressants. Je travaille sur un autre système avec un geek. Une monnaie salaire à vie numérique. Et on en est venu un peu à la même conclusion, c'est que c'est la consommation qui règle la création monétaire. C'est un peu choquant au début pour un gauchiste. On est plus attaché à la production, on se méfie de la consommation en général. Mais c'est un système de création monétaire où chacun reçoit sur son compte numérique une quantité de monnaie régulièrement qui correspond aux consommations du mois d'avant, divisé par le nombre de participants à cette société du salaire à vie numérique. Donc encore une fois, un petit peu comme là, on constate que dans ce que je vous ai exposé, c'est la quantité de la production marchande qui détermine la quantité de monnaie, la masse monétaire, dans ce que je vous ai expliqué, que nous, en tant que citoyens, dépensons, et les services publics. Donc c'est la consommation globale qui détermine la quantité, voilà, de monnaie en circulation. Là, dans cette monnaie numérique, c'est le même principe. Et j'ai aussi entendu parler d'une qui m'a intéressé assez vivement, parce que je sais pas si vous connaissez une monnaie qui s'appelle la June. Ça s'écrit G et 1, ça se dit June. Et l'idée qui m'a semblé très très forte dans cette création, vraiment singulière dans cette création monétaire là, c'est qu'il n'y a plus de structure qui crée la monnaie. Il n'y a plus un organisme centralisateur qui crée la monnaie. C'est chaque citoyen qui crée la monnaie. Alors, chaque citoyen crée un peu de monnaie chaque jour. Il pleut un peu tous les jours de la monnaie sur mon compte. Et la quantité qui tombe est calculée en fonction du nombre de personnes qui font partie de ce collectif monétaire. Et si nous sommes 1000, je perçois 1/1000 de cette création. Si nous sommes 10 000, je perçois 1/10 000e. Et c'est mon compte qui spontanément tous les jours crée 10 junes par exemple. Et voilà, c'est ça. Et en fonction du fait que je les utilise ou pas, et au niveau globalement comme ça, la quantité est calculée. Chaque jour, ça varie. Puisque chaque jour, nos comportements changent, varient un peu. Donc, ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans cette formule-là, c'est qu'il n'y a plus d'organisme central de création monétaire. Chacun devient banquier. C'est étonnant comme vision. C'est intéressant à explorer, je crois. Voilà. Et bon sinon il y a je me rappelle plus des noms de toutes ces personnes intéressantes qui parlent de la monnaie sur Internet. Mais là c'est une galaxie quoi. On peut y passer des années quoi. C'est fascinant quoi. Il y a beaucoup d'imagination dans ce domaine quoi. Mais j'ai jamais entendu celle que je vous ai proposée là. Voilà.